Je m'appelle Claire, j'ai 33 ans, et au moment où ma nièce a répété les mots de ma mère à la table de Noël, j'ai su que ma famille ne changerait jamais. On pourrait penser qu'après 5 ans, les gens cesseraient d'agir comme si votre enfant adopté était un invité dans sa propre famille, mais cela fait 5 Noëls, 5 anniversaires, 5 étés de sourires polis qui n'atteignent jamais vraiment le regard. De pauses prudentes dans la conversation et de cette façon dont les gens parlaient autour de lui, et non à lui, comme s'ils ne pouvaient pas comprendre. Mon fils, Léo, a 5 ans, il est vif d'esprit, il remarque tout, et pendant des années, j'ai essayé de combler le fossé entre lui et les gens que je croyais être ma famille. Nous sommes arrivés chez mes parents en province la veille de Noël, j'avais des cadeaux pour tout le monde, soigneusement emballés, chacun surmonté d'un dessin que Léo avait fait lui-même, il était excité, sautillant sur ses talons. Demandant si mamie aimerait le dessin qu'il avait fait juste pour elle, je lui ai dit que oui, mais j'aurais dû m'en douter. Ma mère nous a accueillis avec une brève accolade de côté, puis s'est accroupie devant mon fils et a demandé « Tu te souviens de moi ?» Il a hoché la tête poliment et lui a tendu le dessin, elle a souri de la façon dont on sourit quand un inconnu dans le métro vous tend quelque chose dont vous ne voulez pas mais que vous ne savez pas comment refuser. Mon père l'a à peine salué, juste un regard distrait et un grognement avant de serrer la main de mon mari, Thomas. Le matin de Noël a commencé de manière trompeusement normale, mon fils jouait tranquillement sur le tapis avec une petite voiture en fredonnant, j'aidais à la cuisine en essayant d'ignorer cette oppression familière dans ma poitrine, puis je l'ai senti. Ce silence soudain qui vous noue l'estomac parce que vous savez que quelque chose ne va pas. Je suis entré dans le salon et j'ai vu ma nièce assise bien droite sur le canapé, son serre-tête à paillettes légèrement de travers, arborant cette même expression suffisante qu'elle tient toujours de sa mère. Elle a regardé directement mon fils et a dit aussi clair que de l'eau de roche, « Mamie m'a dit que tu n'es pas son vrai petit-fils. » Il n'a pas pleuré, il n'a pas posé de questions, il a juste arrêté de mâcher et a baissé son assiette, fixant le sol comme s'il essayait de disparaître. Je me suis figé, mais le pire n'était pas ce qui avait été dit, c'était ce qui ne s'est pas passé ensuite. Ma sœur a ricané, elle a vraiment ricané comme si c'était une blague à laquelle elle s'attendait à ce que quelqu'un d'autre se joigne, personne ne l'a corrigé, pas mon beau-frère. Pas mon père, pas même ma mère qui a juste levé sa tasse de thé et a bu une gorgée comme si elle n'avait rien entendu. Thomas s'est levé lentement, je savais qu'il était sur le point de parler et j'ai secoué la tête, je ne voulais pas que le souvenir de ce moment pour mon fils soit un concours de cris, je voulais qu'il l'oublie si c'était même possible. Thomas a fait une pause, puis a calmement tapé une fois sur son verre et a dit, au moins maintenant, nous savons qui est vraiment la plus petite personne à cette table. La pièce est devenue silencieuse comme une tombe, nous sommes partis sans explication, j'ai remballé nos cadeaux dans la voiture pendant que ma sœur demandait si nous partions sérieusement déjà, je n'ai pas répondu. Mon fils s'est endormi avant même que nous ayons quitté le quartier. Ce soir-là, après l'avoir mis au lit, Thomas et moi sommes restés assis sur le canapé sans parler pendant un long moment, puis mon téléphone a vibré, c'était ma mère, pas d'excuses, pas de reconnaissance des faits, juste un message, « As-tu envoyé le virement pour la famille cette année ?» Je l'ai fixé, puis j'ai tapé ma réponse, « Oh, c'était juste, mais pas pour vous. » C'est cette nuit-là que tout a finalement changé. Le truc quand on coupe un filet de sécurité, c'est que les gens qui se tiennent dessus ne sentent jamais la chute tout de suite. Les premiers jours après Noël, rien ne s'est passé, pas d'appel en colère, pas de message frénétique, mes parents ont continué comme si tout était normal, supposant probablement que quelle que soit mon humeur, elle passerait comme elle l'avait toujours fait auparavant. Ils étaient habitués à ce que j'apaise les choses, à ce que j'avale mon inconfort, prétendant que l'amour signifiait l'endurance, ils ne savaient pas encore que quelque chose avait changé pour de bon. Chaque année depuis que l'entreprise de Thomas avait décollé, nous envoyions un petit quelque chose à la famille, parfois c'était une carte cadeau, une année nous avons payé le voyage de mes parents sur la Côte d'Azur. Une autre année nous avons discrètement réglé une facture de réparation qui les stressait, nous ne l'avons jamais annoncé, nous n'avons jamais voulu d'éloge, cela semblait juste être ce que font les familles, s'entraider, rendre la vie un peu plus facile, mais quelque part en cours de route. L'aide s'est transformée en attente. 3 jours après notre retour à la maison, ma mère m'a appelé depuis la pharmacie, sa voix était sèche, tendue, comme elle le devient quand elle essaie de paraître polie en public mais qu'elle bouillonne à l'intérieur, elle a dit que sa carte avait été refusée. A demandé si Thomas avait changé quelque chose, elle n'a pas demandé si tout allait bien, elle n'a pas demandé pourquoi, elle a supposé que c'était une erreur qui devait être corrigée. Je lui ai dit que la carte n'était plus active, que nous ne couvririons pas les dépenses cette année, il y a eu un silence assez long pour que je l'imagine debout au comptoir avec des gens attendant derrière elle. Puis elle a dit, « Je n'arrive pas à croire que tu laisserais un homme se mettre entre toi et ta propre famille » et elle a raccroché.
Le lendemain matin, mon père a envoyé un email, il écrivait toujours ses emails comme s'il faisait une présentation, avec des puces et tout, comme si la mise en forme pouvait rendre ses mots raisonnables. Il a dit que je choisissais l'enfant de quelqu'un d'autre plutôt que mon propre sang. Il a dit que Thomas m'isolait, il m'a rappelé tout ce qu'ils avaient fait pour moi en grandissant comme si cela effaçait d'une manière ou d'une autre ce qu'ils faisaient maintenant, et en bas il a écrit, « Quand cet homme te quittera, et il le fera, ne reviens pas en courant. » Je l'ai lu 2 fois puis je l'ai supprimé. Thomas n'a rien dit jusqu'à ce que je lui en parle, puis il m'a regardé et a dit, « Ils ne sont pas fâchés parce qu'on a arrêté d'aider, ils sont fâchés parce qu'ils pensaient qu'on ne le ferait jamais. » C'est là que les appels ont commencé à venir d'autres directions. Mon frère a appelé tard un soir, sa voix tendue d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant, il a dit que maman et papa avaient des ennuis, leur crédit hypothécaire avait des mois de retard. Ils avaient essayé de refinancer mais avec leur dossier de crédit aucune banque ne voulait les toucher, maintenant ils lui demandaient de l'argent, il leur a dit non, il a dit qu'il n'était pas assez stupide pour s'immoler par le feu juste pour qu'il puisse se chauffer. J'ai demandé s'il allait bien, il a dit qu'il allait bien, juste qu'il en avait fini. Quelques jours plus tard, ma mère m'a envoyé un message sur Facebook au lieu d'appeler, comme si la distance rendrait ses mots plus doux, elle a dit qu'il luttait, qu'il ne demandait pas grand-chose, que je devrais réfléchir à ce que signifie vraiment la famille. Thomas n'a fait aucun commentaire quand je lui ai montré, il a juste continué à remuer le chocolat chaud de mon fils, la vapeur embuant ses lunettes, et plus tard ce soir-là, il m'a dit quelque chose que j'ignorais, pendant près d'1 an, il avait discrètement couvert leur mensualité de crédit. Il ne me l'avait jamais dit parce qu'il ne voulait pas que je me sente sous pression, je pensais que j'achetais ta paix, a-t-il dit, mais je n'achète plus le silence désormais. Janvier est arrivé et a dépouillé mes parents du peu de fierté qui leur restait, les fêtes étaient terminées, les factures arrivaient, le silence qu'ils utilisaient comme punition s'est transformé en quelque chose de plus tranchant, de plus désespéré. Mon frère m'a envoyé un texto un soir sans salutation, juste un avertissement, il a dit « Maman et papa parlent à quelqu'un qui aide quand les banques disent non, taux d'intérêt élevé, aucune patience, le genre de prêt qui ruine les gens, il a dit qu'il ne me demandait pas d'aider. Il voulait juste ne pas que je sois prise au dépourvu si les choses tournaient mal. » Je me suis assise sur le canapé en fixant mon téléphone pendant que mon fils construisait une tour de blocs sur le tapis, la renversant et riant comme si c'était la meilleure blague du monde. Thomas était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Fredonnant doucement comme si tout était normal, et à ce moment-là, j'ai réalisé à quel point nos vies étaient devenues séparées des leurs, 2 mondes différents, 2 réalités différentes. Quelques jours plus tard, ma mère a rappelé, cette fois elle semblait fatiguée, pas de sarcasme, pas de leçon, elle a dit que les choses ne se passaient pas comme prévu, elle a dit que je lui manquais, que nos discussions lui manquaient, que la façon dont les fêtes se passaient avant lui manquait. Elle n'a jamais mentionné mon fils, pas une seule fois. Je lui ai dit que je devais y aller, qu'il avait besoin de moi, et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Ce soir-là, Thomas m'a regardé et a dit « Il teste la porte », et je savais qu'il avait raison. 3 jours après le dernier appel de ma mère, les tests ont cessé d'être subtils. Thomas est rentré plus tôt que d'habitude, a laissé tomber son sac près de la porte et est allé directement à l'évier pour un verre d'eau, il l'a bu comme quelqu'un qui essaie de se calmer, puis a dit presque nonchalamment « Ton père est passé à mon bureau aujourd'hui. » J'ai senti l'air quitter mes poumons. Thomas ne travaille pas dans un endroit où l'on peut juste entrer comme dans un moulin, il faut demander, il faut attendre, il faut qu'on vous laisse entrer, ce qui signifiait que mon père s'était présenté. Avait demandé à le voir par son nom et s'était assis là jusqu'à ce que quelqu'un ouvre la porte. Il n'a pas posé de questions sur moi, il a dit à Thomas qu'il s'inquiétait pour moi, a dit que je n'agissais pas comme moi-même ces derniers temps, a dit que je semblais isolé, il a suggéré une thérapie, a demandé si Thomas pensait que des conseils pourraient m'aider à renouer avec ma famille. Il a présenté cela gentiment, comme de l'inquiétude, mais l'implication était tranchante, si je ne pliais pas, c'est que j'étais peut-être le problème, peut-être que j'étais instable. Thomas lui a dit très peu de choses, il a hoché la tête, a écouté et l'a raccompagné vers la sortie, puis Thomas m'a tendu son téléphone, il y avait un email, aucun nom attaché, juste une adresse que je ne reconnaissais pas, la pièce jointe était un PDF, relevé bancaire, avis de retard. Compte gelé, un avertissement de saisie sur l'hypothèque, et en bas une seule phrase, nous ne demandons pas l'aumône, juste des conseils, s'il te plaît ne la laisse pas prendre une décision qui blesse tout le monde. Ils m'ont contourné, ils ont essayé de recruter mon mari, ils ont essayé de transformer ma limite en un handicap. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas élevé la voix, je suis allé au placard du couloir et j'ai sorti la boîte avec les affaires de mon fils, la couverture de bébé dans laquelle il est rentré à la maison.
La photo aux os du jour où il m'a appelé maman par accident puis a souri comme s'il avait découvert un secret, des dessins au crayon plié jusqu'à ce que le papier devienne mou, je me suis assise par terre et j'ai respiré jusqu'à ce que les tremblements passent. La famille ne s'introduit pas dans votre vie par la porte de derrière quand l'argent se tarit, la famille protège l'enfant qui dort au bout du couloir. Le lendemain matin, je leur ai écrit un email, court, direct, sans explication, je leur ai dit que nous n'aiderions pas financièrement, je leur ai dit qu'ils ne devaient plus contacter Thomas, directement ou indirectement. Je leur ai dit que toute nouvelle tentative de me saper serait documentée et traitée formellement, j'ai terminé par une ligne, vous avez fait votre choix à table. Il n'y a eu aucune réponse. Une semaine plus tard, ma mère a envoyé une photo à la place, elle et mon père debout devant une petite église en briques, les mains jointes, les visages solennels comme s'ils posaient pour une brochure, la légende disait, nous avons commencé une thérapie, nous essayons. S'il te plaît ne nous abandonne pas. Je n'ai pas répondu, j'ai fixé cette photo dans la file d'attente de l'épicerie, dans la file du dépose-minute, tard le soir quand la maison était calme, je ne pouvais pas dire si c'était un changement ou un déguisement. Thomas l'a remarqué avant que je ne l'admette, il a dit que j'étais ailleurs depuis que la photo était arrivée, je lui ai dit la vérité, que je ne savais pas quoi ressentir, que je n'arrêtais pas de penser à dans 10 ans, à mon fils demandant pourquoi il ne connaissait pas ses grands-parents. Au fait de ne pas avoir de réponse claire. Thomas n'a pas discuté, il a posé une question, penses-tu qu'ils ont mérité une autre chance? 2 jours plus tard, un message plus long est arrivé, poli, prudent, ils écrivaient sur le fait que la thérapie forçait des conversations inconfortables sur la vente de la deuxième voiture, la destruction des cartes de crédit, la rencontre avec un conseiller en dette. Ma mère a mentionné avoir pris un emploi à temps partiel, ils ont nommé mon fils par son nom et ont écrit une phrase qui m'a glacé, nous le voyons comme un symbole de tes choix, pas comme une personne, c'est notre faute, pas la sienne. C'était la première fois qu'il nommait le mal sans le détourner. J'ai dit à Thomas que je pensais à une courte rencontre, un lieu neutre, public, sans enfants, juste pour voir. Il a écouté, puis a dit doucement, ils n'ont pas juste dit des choses terribles, ils ont essayé de te détruire, tu peux pardonner ça si tu veux, mais lui ne paiera pas pour ça. Nous avons attendu, une semaine a passé, puis une autre, pas de message, pas de pression, puis une enveloppe est apparue dans la boîte aux lettres, sans timbre, sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une photo d'un petit appartement avec des meubles d'occasion et des cartons empilés contre le mur, une note manuscrite disait qu'ils avaient vendu la maison et déménagé, pas d'attente, ils voulaient juste que je sache qu'ils recommençaient à zéro. J'ai laissé la note sur le comptoir entre les dessins de mon fils et la liste de courses, Thomas n'a fait aucun commentaire. Le 3e matin, j'ai répondu, je leur ai dit que j'avais reçu la photo, que je respectais les étapes qu'ils franchissaient et que nous n'étions pas prêts à les inclure dans la vie de notre fils, pas maintenant, peut-être un jour, si le travail était réel. Il continuerait sans que nous regardions. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai attendu. Ils n'ont pas répondu. Le silence qui a suivi semblait différent de tous les autres, il n'était pas colérique ou théâtral, il n'était pas enveloppé de culpabilité ou de menace, il existait simplement, large et inconnu, et pour la première fois, je ne me suis pas senti obligé de le combler. Les semaines ont passé, puis un mois, la vie s'est installée dans un rythme qui ne les incluait pas, et j'ai réalisé combien de mon énergie j'avais dépensé à anticiper leur réaction au lieu de vivre mes propres journées. Les matins étaient consacrés au sac à dos, aux chaussettes dépareillées et au rappel à mon fils de l'endroit où il avait laissé son pull préféré, les après-midi aux devoirs à la table de la cuisine et Thomas cuisinant le dîner en fredonnant doucement. Les soirées étaient des histoires avant de dormir, sa petite main dans la mienne, sa respiration ralentissant alors qu'il s'endormait. Il n'y avait aucune tension dans ces moments, aucun sentiment d'attendre que quelque chose se passe mal, cela semblait mérité, comme une paix qu'on ne remarque pas tant qu'on n'a pas vécu sans elle trop longtemps. Puis, juste au moment où je commençais à faire confiance à ce calme, il s'est fissuré. Cela a commencé par un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas, amical, décontracté, signé d'un prénom dont je me souvenais vaguement du cercle social de ma mère. Elle a dit qu'elle faisait partie du groupe paroissial de ma mère et que ma mère avait mentionné que je voudrais peut-être renouer contact un jour, pas de pression, écrivait-elle, elle pensait juste tendre la main. J'ai fixé l'écran plus longtemps que nécessaire, je n'avais pas répondu à mes parents depuis des mois, je n'avais pas mentionné l'église ou le fait de renouer ou quoi que ce soit, et pourtant, voici quelqu'un d'autre portant leur message pour eux. Le lendemain, un autre SMS est arrivé, celui-ci d'une coordinatrice jeunesse de la même église invitant mon fils aux activités du week-end. Elle a dit, ma mère pensait qu'il aimerait se faire des amis de son âge. Ma poitrine s'est serrée, je n'avais partagé son nom avec personne,
je n'avais pas demandé de contact, et soudain des étrangers l'utilisaient comme un pont pour revenir vers moi. J'ai appelé l'église cet après-midi-là, j'ai gardé ma voix calme, polie, je les ai remerciés pour l'invitation et j'ai décliné, puis j'ai posé une question simple, est-ce que ma mère leur avait donné mes coordonnées? Il y a eu une pause à l'autre bout du fil juste assez longue pour confirmer ce que je savais déjà, oui, elle l'avait fait, la coordinatrice s'est excusée, a dit qu'elle pensait que j'étais ouverte à la reconnexion et que j'avais juste besoin d'encouragement. J'ai raccroché et je suis restée assise dans ma voiture pendant un long moment, les mains agrippées au volant, sentant le mélange familier de colère et de clarté monter dans ma poitrine. Ce soir-là, j'ai tout dit à Thomas, il ne m'a pas interrompu, il n'a pas essayé d'adoucir les choses, quand j'ai fini, il a dit, ce n'était pas une erreur, c'était une stratégie, et je savais qu'il avait raison. Il n'avait pas changé, il s'était adapté, quand l'accès direct était refusé, il trouvait une autre porte, enveloppait le contrôle dans la gentillesse, utilisait la communauté et la foi pour le rendre inoffensif. J'ai écrit un dernier email ce soir-là, pas long, pas émotionnel, j'ai dit à ma mère que je savais ce qu'elle avait fait, qu'impliquer des tiers, surtout dans des espaces que nous ne partagions pas, était une violation de la limite que j'avais fixée. Que cela me montrait la différence entre la croissance et la performance. J'ai demandé de l'espace, puis j'ai été on ne peut plus clair, plus de contact, pas par des amis, pas par l'église, pas par qui que ce soit, j'ai terminé par une phrase, ce n'est plus une conversation. Elle n'a pas répondu, j'ai bloqué son numéro, Thomas l'a bloqué aussi. La maison est redevenue silencieuse, mais cette fois elle semblait apaisée, pas en suspens. Les jours ont passé sans incident, puis les semaines, mon fils a complètement arrêté de demander des nouvelles de ses grands-parents, il a arrêté de vérifier mon visage après avoir dessiné ou fait des cartes, arrêté de demander pour qui elles étaient, il créait simplement librement, sans attente. Le printemps est arrivé lentement, nous avons passé les week-ends au parc à le regarder faire la course avec d'autres enfants sur l'herbe, son rire éclatant et sans fardeau. Un après-midi, il m'a demandé si les familles pouvaient être petites, je lui ai dit oui, qu'elles pouvaient être exactement de la taille dont elles avaient besoin d'être, il a souri et a dit qu'il aimait la nôtre. J'ai réalisé alors que ce n'était pas une perte, c'était une protection, et je ne devais d'explication à personne pour cela. Au moment où l'été s'est installé, la distance avait fait ce que la confrontation n'avait jamais pu faire, elle m'a montré qui nous étions sans eux, pas comme un acte de rébellion ou de punition, mais comme un fait tranquille. Nos journées se sont remplies de choses ordinaires qui semblaient extraordinaires seulement parce que personne ne les critiquait. Thomas emmenait mon fils à la pêche le samedi matin. J'ai appris quel goûter disparaissait le plus vite du placard et quelles histoires il aimait entendre 2 fois avant de dormir, j'ai arrêté de me préparer à ce que le téléphone sonne. La maison semblait plus légère, comme si une fenêtre avait été entr'ouverte et que quelque chose de rance s'était enfin échappé. J'ai eu des nouvelles de mes parents par d'autres personnes, la façon dont les nouvelles voyagent quand elles ne vous sont pas destinées, une cousine a mentionné qu'ils avaient du mal dans l'appartement, réduisant encore plus leur train de vie que prévu. Quelqu'un d'autre a dit, ma mère s'est plainte que les gens à l'église ne comprenaient pas la situation. Ma sœur a posté des photos en ligne, souriant largement avec ses enfants et mes parents, des légendes qui parlaient de bénédiction et d'unité sans nommer les absents, je n'ai pas commenté, je n'ai pas fait défiler assez longtemps pour ressentir quoi que ce soit. Le premier contact direct n'est pas venu de mes parents, mais de l'email de mon père des semaines après l'incident de l'église, l'objet était neutre, professionnel, prise de nouvelles, à l'intérieur il écrivait qu'ils espéraient que nous allions bien, qu'il respectait mon besoin d'espace. Qu'il suivait toujours une thérapie, puis à mi-chemin le ton a changé, il a demandé si nous envisagions toujours d'investir dans une autre propriété et s'il pouvait y avoir un moyen de structurer quelque chose qui pourrait les aider à traverser une mauvaise passe. Pas d'excuses, pas de reconnaissance des limites, juste un retour prudent à la transaction comme si rien ne s'était passé. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, l'envie familière d'expliquer mon temps dans ma gorge pour lui rappeler la maison, le jouet cassé, l'enveloppe d'argent, le bracelet que mon fils m'avait fait et qui a disparu dans la poche du manteau de ma mère, puis j'ai fermé l'ordinateur portable. Certains arguments ne se terminent pas par des mots mais par un refus. Je n'ai pas répondu. Quelques jours plus tard, ma sœur a essayé, elle a envoyé un SMS qui commençait par « Écoute, tout le monde souffre » et se terminait par « Ne peux-tu pas juste être la plus intelligente des deux ?» Je l'ai supprimé sans répondre, j'avais passé des années à être la plus intelligente, la plus calme, la plus arrangeante, tout ce que cela m'avait jamais apporté, c'était la permission pour eux de continuer. Le moment qui a finalement scellé le tout est arrivé un mardi après-midi tranquille, mon fils a rapporté une fiche d'exercice de l'école, un simple devoir intitulé « Ma famille », il s'est assis à la table avec ses crayons et a rempli les cases « Mon nom »,
celui de Thomas, nos chiens. Un meilleur ami de sa classe. Quand j'ai demandé s'il voulait ajouter quelqu'un d'autre, il a secoué la tête. C'est tout le monde, a-t-il dit, et il est retourné à son coloriage. Il n'y avait aucune confusion dans sa voix, aucune tristesse, juste de la certitude. Ce soir-là, Thomas m'a demandé si j'allais bien, je lui ai dit que j'allais mieux que bien, je lui ai dit que je me sentais fini, pas en colère, pas en deuil, fini, le genre de fini qui n'a pas besoin de clôture parce qu'elle a la clarté. Nous avons parlé de l'avenir à la place, des voyages que nous voulions faire, de ce chalet à la montagne que nous avions repéré, de la façon de faire des fêtes les nôtres sans répétition ni attente. J'ai pensé à mes parents une fois tard cette nuit-là, pas avec nostalgie mais avec distance, j'espérais qu'ils continueraient la thérapie, j'espérais qu'ils apprendraient quelque chose de vrai, et je savais avec une fermeté qui m'a surprise que cela ne nécessitait pas ma présence pour être vrai. Protéger mon fils n'était plus une réaction, c'était notre vie. Le changement final n'est pas venu avec une confrontation ou un message qui liait tout ensemble, il est venu doucement, comme les saisons changent quand on ne fait pas attention au calendrier. Un jour, j'ai réalisé que je n'avais pas vérifié mes messages bloqués depuis des semaines, un autre jour, j'ai remarqué que l'idée de les croiser ne me serrait plus la poitrine, l'absence a cessé de ressembler à une blessure et a commencé à ressembler à de l'espace. L'automne est arrivé avec des matins plus frais et un rythme différent, mon fils a commencé à se réveiller plus tôt, excité pour l'école, parlant d'un projet de science et d'un animal de classe qu'il voulait nommer. Thomas a ajusté son emploi du temps pour pouvoir le déposer 2 fois par semaine. Nous nous sommes retrouvés à planifier des week-ends sans penser à qui pourrait être offensé, nous avons reçu des amis à dîner et ri bruyamment sans scanner la pièce à la recherche de désapprobation, nous avons construit des traditions qui ne nécessitaient pas de permission. Il y a eu des moments où la mémoire a essayé de s'immiscer, une décoration de fête au magasin, un parking d'église devant lequel nous passions en allant au parc, j'ai laissé ces moments passer sans y attacher de sens. J'avais appris la différence entre se souvenir et rouvrir une plaie, l'un honore ce qui s'est passé, l'autre rend le pouvoir. Ma sœur a essayé une fois de plus, un bref SMS disant que je lui manquais et qu'elle espérait que nous pourrions parler, il ne mentionnait pas mon fils, il ne reconnaissait rien de ce qui s'était passé, je n'ai pas répondu. Pas parce que j'étais en colère mais parce qu'il n'y avait plus rien à expliquer. Le silence, avais-je appris, peut être une réponse sans être une punition. Nous avons fait ce voyage à la montagne dont nous avions parlé, un petit endroit avec de grands arbres et un porche qui attrapait la lumière de l'après-midi juste comme il faut. Mon fils a couru le long du sentier, montrant les oiseaux et les rochers comme s'il découvrait le monde pour la première fois. Le soir, nous nous sommes assis près du feu et avons raconté des histoires, le genre qui prennent vie et se terminent en éclats de rire. Personne n'a demandé qui n'était pas là, personne n'en avait besoin. Le dernier matin, il nous a dessiné une image, 3 bonshommes allumettes se tenant la main devant une maison avec de la fumée s'échappant de la cheminée, il a ajouté des étoiles dans le ciel même s'il faisait jour, quand je lui ai demandé pourquoi. Il a dit parce qu'il voulait que ça ait l'air heureux tout le temps. Je l'ai scotché sur le frigo quand nous sommes rentrés, juste là où je pouvais le voir tous les jours. Je pensais autrefois que la famille était quelque chose qu'on endurait, quelque chose qu'on maintenait ensemble même quand ça nous blessait, je ne crois plus ça. La famille est celle qui protège le sentiment d'appartenance de votre enfant, la famille est celle qui ne lui demande pas de gagner l'amour par le silence. La famille est l'endroit où les portes ne s'ouvrent pas sans permission et où les excuses n'arrivent pas seulement quand le levier de pression échoue. Je ne sais pas ce que mes parents croient maintenant, je ne sais pas si la thérapie les a changés ou si elle leur a simplement appris un nouveau langage, je n'ai pas besoin de savoir. La vérité est que j'ai cessé d'avoir besoin qu'ils deviennent différents pour que ma vie soit entière, ce besoin était le dernier fil, et le lâcher a fait l'effet de respirer après avoir retenu mon souffle pendant des années. Nous ne nous sommes pas réconciliés, nous n'avons pas mis en scène de réunion, nous avons choisi quelque chose de plus calme et de plus fort, nous avons choisi un foyer où mon fils n'a jamais à se demander s'il est à sa place. Nous avons choisi une vie où l'amour n'est pas conditionnel et le respect ne se négocie pas. Et chaque matin, quand il court dans la cuisine en demandant des crêpes en forme de cœur, je sais que nous avons choisi la bonne voie.